Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour ce premier grand débat dans le cadre des BIS, de la 9e édition des BIS. Je me permets de vous présenter Jean-Pierre Saez, directeur de l'Observatoire des politiques culturelles. Alors, je voudrais tout d'abord adresser un mot de remerciement à Nicolas Marc de nous avoir sollicité pour accompagner les deux grands débats de cette édition des BIS. Et je pense qu'il l'a fait pour une occasion qu'il sait bien particulière. On célèbre, on fête en tout cas, le 30e anniversaire de l'Observatoire des politiques culturelles. Et donc le rendez-vous de Nantes constitue la première étape d'un tour des territoires en France et en Europe, dont le thème général s'intitule « Pour une politique de la relation », pour une politique de la relation par les arts et la culture notamment. Alors, je pense qu'en proposant ces grands débats, Nicolas avait aussi une préoccupation en tête. Il avait le souci de faire écho aux soubresauts, au fond, qui traversent la société et d'interroger comment, finalement, les arts et la culture intègrent ces évolutions, ou en tout cas sont percutés par ces évolutions. Alors, cette préoccupation rencontrait la nôtre, ça tombait bien. Et du coup, on a proposé de travailler autour de deux questions. Dans le cadre de ce premier grand débat, comment mieux partager l'art aujourd'hui? Et demain, une autre question aussi énorme, si j'ose dire, quelle responsabilité de la culture face à la crise de la démocratie? Mais Nicolas me faisait aussi une remarque sûrement bienveillante. Il me disait, tu sais, c'est pas sûr que tout le monde situe bien le rôle de l'Observatoire des politiques culturelles et que tout le monde le connaisse. Alors, c'est fort possible. Hein. Et alors du coup, il nous a demandé de préparer un petit film, un tout petit film, une petite vidéo de 3 minutes, et je demande à la technique de bien vouloir le lancer. Il a été préparé par mon équipe pour vous expliquer ce qu'est un peu cette maison qui accompagne le développement culturel territorial depuis une trentaine d'années. 1989, tandis que le mur de Berlin tombe et que la France fête le bicentenaire de la Révolution. L'Observatoire des politiques culturelles voit le jour à Grenoble. Il est créé dans le contexte de la décentralisation culturelle pour accompagner les professionnels de la culture dans leur nouvelle mission. Ses deux papas sont Augustin Girard, fonctionnaire du ministère de la Culture, et René Risardot, ancien adjoint à la culture de Grenoble. C'est la feuille de route qui traduit les orientations et priorités culturelles que les décideurs publics, en interaction avec les acteurs culturels et la société civile, souhaitent mettre en œuvre sur leur territoire. C'est comme une vigie, une longue vue ou même une antenne qui repère des tendances et prend de la hauteur. C'est aussi un zoom, capable d'observer à la loupe un territoire ou un dispositif. L'OPC explore, il teste, un peu comme dans un laboratoire. Il produit des savoirs et les partage. Il anime le débat et la controverse autour des politiques culturelles. Dans un monde où tout change très vite, il sert de boussole. L'OPC ressemble à un rhizome qui relie une foule de partenaires, du local à l'international. Ministère de la Culture, soutien de toutes ces aventures, collectivités territoriales, opérateurs culturels, monde de la recherche et société civile. L'OPC travaille à la croisée des enjeux artistiques, culturels, de société et de politique publique. Il pilote des études, des évaluations partagées, des enquêtes de terrain, par exemple sur la coopération ou les pratiques culturelles. Il organise des concertations, des débats publics, il préconise des stratégies, notamment pour conduire un projet culturel de territoire ou créer un jeu collectif entre acteurs. L'OPC conçoit aussi des formations continues, un master avec Sciences Po Grenoble, un cycle national itinérant et des ateliers thématiques. Il produit beaucoup de documentation en libre accès sur son site et publie une revue semestrielle intitulée « L'Observatoire, la revue des politiques culturelles ». L'OPC travaille sur la coopération territoriale. Métropole, régionalisation, déconcentration, intercommunalité, ville créative, mais il traite aussi des enjeux du secteur artistique et culturel, démocratisation, démocratie et citoyenneté, droit culturel, éducation artistique et culturelle, commun,
culture numérique. Participation. Liberté de création, art et transformation du monde, nouveaux modèles d'organisation dans la culture. Cette année, l'Observatoire fête ses 30 ans, autour du thème « Pour une politique de la relation ». Il soufflera ses bougies avec des événements partout en France, et même un peu plus loin, à Nantes, Lyon, Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine, à Metz et dans le Grand Est, à Avignon, en Île-de-France, à Bruxelles, Marseille et jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Et pour finir, bien sûr, à Grenoble. Et la première étape du tour, ça commence ici, au BIS, avec 2 débats. Comment mieux partager l'art aujourd'hui et crise de la démocratie. Quelle responsabilité pour la culture ? Voilà. Merci beaucoup à Aurélie Doulmet et Hélène Monin en particulier, et à toute l'équipe bien entendu. Alors dans le cadre de ce parcours, je vous en dis juste un mot très bref. Nous n'avons pas voulu mettre en avant des questions très importantes, l'organisation politico-administrative des politiques culturelles, la réforme territoriale, des questions de management. Évidemment, ces questions, elles sont importantes, mais il y a des sujets qui surplombent ces questions. Et c'est celle-ci que nous avons souhaité mettre en avant. Ce tour, il a vocation à interroger au fond le sens dont les arts et la culture peuvent être porteurs dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde en grande transformation. Et il a pour ambition, je dirais, de célébrer ce sens au fond, pour contribuer à partir de notre place, qui reste très modeste, c'est une petite équipe, eh bien, pour contribuer à réarmer, à revitaliser les politiques culturelles. Elles en auront beaucoup, beaucoup besoin dans les années à venir. Alors voilà pour ce préambule, mais entrons maintenant dans notre sujet. Comment mieux partager l'art aujourd'hui avec nos invités? Pour introduire ce sujet, je poserai l'hypothèse que l'une des grandes affaires de la culture aujourd'hui consiste à faire de l'art davantage qu'une œuvre à contempler, même si, évidemment, elle implique, bien entendu, aussi cela. Mais la palette des différentes manières de faire art, de vivre une relation aux arts s'est considérablement enrichie durant les dernières décennies. Aujourd'hui, on cherche aussi de plus en plus à proposer, à expérimenter une véritable expérience de vie en participant, en s'impliquant dans un projet, une démarche, une pratique artistique. D'ailleurs, nombreux sont les artistes, et présents aussi ici, qui cherchent à impliquer davantage les publics, les habitants, saisis sur le vif parfois, dans le processus de création artistique. La question qu'on souhaiterait poser, c'est que révèle cette recherche, et du point de vue des dynamiques de création, et du point de vue des évolutions sociétales, et peut-être même d'ordre psycho-anthropologique. L'idée d'associer les arts au principe de participation, et de ne plus parler seulement d'accès, c'est une idée évidemment qui a fait son chemin dans la période contemporaine. Pas très loin de cette idée-là, bien entendu, on va retrouver les notions d'éducation artistique culturelle, de médiation, de pratique artistique en amateur et les problématiques de droit culturel qui participent à cette dynamique. Mais avec nos invités, on va se demander aussi, c'est quoi les arts participatifs précisément? Qu'est-ce qui se joue dans ce nouveau partage du sensible? Pourquoi ce succès? Enfin, d'ailleurs, y a-t-il succès, mais pourquoi? Y a-t-il une commande politique qui pousse ce phénomène? Et pourtant, on a le droit évidemment de poser la question, mais pourtant, juste un point pour mettre en perspective le sujet, c'est qu'il se trouve que ce phénomène n'est pas spécifiquement français ou européen, il est mondial. Il est vraiment mondial sur tous les continents. Alors, on va tenter de comprendre les ressorts et le sens de ce phénomène avec nos invités. Avec nos invités que je présente, avec Michaela Casalboni, metteur en scène, directrice du Teatro dell'Argine à San Lazzaro, près de Bologne, dans la banlieue de Bologne. Carole Carremera, au bout de l'assistance, notre tablée, actrice, danseuse, musicienne, j'en dirai plus tout à l'heure. Ambra Senatore,
chorégraphe, directrice du Centre chorégraphique national de Nantes. Sylvie Robert, sénatrice d'Ille-et-Vilaine. Joris Mathieu, metteur en scène, auteur, directeur du Théâtre Nouvelle Génération de Lyon, et aussi Joris, vice-président de l'Association des centres dramatiques nationaux. Alors, on avait prévu un certain déroulé, mais on va un tout petit peu l'infléchir parce qu'il faut tenir compte de contraintes. Je remercie vivement Sylvie Robert d'avoir fait l'effort de venir parce que tout à l'heure, elle doit poser des questions au gouvernement, au Sénat. Elle va devoir nous quitter dans pas si longtemps que cela. Du coup, je vais me permettre de me tourner d'abord vers elle, si elle le permet, pour entamer notre débat. Sylvie Robert, vous connaissez bien toutes ces questions, mais on a envie peut-être de vous entendre un peu plus précisément nous dire comment vous appréhendez cette problématique de la participation des habitants à la vie artistique et culturelle. Qu'est-ce que nous raconte cette question, cette reformulation d'ailleurs de la question, puisqu'on ne parlait peut-être pas dans les mêmes termes et avec le même vocabulaire il y a une trentaine d'années, ou même une vingtaine d'années. Qu'est-ce que ça raconte de l'évolution des politiques culturelles et des enjeux maintenant qui sont mis en avant ? Bien, merci Jean-Pierre et bonjour à toutes et à tous. Et vraiment désolée de devoir vous quitter. C'est vrai que les horaires ont un peu explosé et je dois être aux questions gouvernement à 15h au Sénat. Mais vraiment, je suis très heureuse d'être parmi vous sur un sujet qui est effectivement depuis quelques années devenu... on va dire, un sujet d'actualité et qui interroge forcément plusieurs dimensions. Je vais faire la part des choses entre... parce qu'il faut faire très attention aujourd'hui à ne pas créer de confusion ou en tout cas à bien serrer les problématiques. Il y a ce qu'on appelle effectivement la question... tu ne l'as pas dit comme ça, mais des arts participatifs qui, à un moment dans leur processus de création, font intervenir des habitants, des amateurs. Donc, je dirais, ça, c'est pas nouveau. Et d'ailleurs, dans plusieurs autres pays que la France, et je pense à l'Italie, cette question-là, elle est ancienne. Simplement, il y a quelques années, peut-être était-ce moins développé en France, ou en tout cas, on ne l'observait pas de la même façon. Et moi, j'ai souvenir d'un certain nombre de créations artistiques faisant intervenir des amateurs, pour lesquels on regardait ça finalement d'un regard extrêmement bienveillant, encore que, mais plutôt curieux. En tout cas, ce n'était pas obligatoirement, vous voyez, dans le champ des politiques publiques et singulièrement celle du ministère de la Culture. Et puis, finalement, les réflexions se sont développées. Et moi, j'ai toujours été de celles, et ça fait plusieurs années que je le dis, qui réfute la notion d'accès à. J'ai toujours trouvé qu'à un moment, la notion d'accès permettait forcément d'avoir une vision assez descendante des choses et en tout cas moins de partage de l'expérience ou en tout cas d'une politique publique. Et c'est vrai que je voudrais qu'on fasse la part des choses entre ces créations où il y a un processus, où finalement, moi je me garde bien en tant que de responsable politique d'avoir un regard sur cette question-là. Par contre, lorsqu'on est responsable politique, on se doit de créer les conditions dans la cité, dans un territoire, de faciliter ou de faire en sorte que ça existe. Et c'est là où on voit l'évolution des politiques publiques. Et je crois qu'aujourd'hui, finalement, cette question-là, elle s'inscrit dans une autre dimension que vous voyez de façon un peu générale dans d'autres secteurs. Vous entendez parler de conventions citoyennes, de plus grande appétence des habitants, des citoyens à participer finalement à la construction des politiques publiques. On le voit dans nos villes. Et donc la culture n'y échappe pas. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de déconstruire un certain nombre aussi de préjugés qui voudraient qu'il y ait encore que ça c'est l'œuvre en tant que telle et puis finalement la question de la démarche, du processus et des politiques publiques. Et c'est vrai que je crois qu'il faut créer les conditions de cela. Et tu as dit une chose, c'est est-ce qu'il y a des commandes politiques ? Alors, il faut faire là aussi attention à ce que ce ne soit pas aussi dans un rapport d'instrumentalisation de
on va dire, oui, de cette fabrication artistique, parce que ça pourrait être tout de suite extrêmement dangereux. Mais dans une ville comme Rennes, je vois que finalement, à la fois au niveau des lieux et même institutionnels, des artistes, la façon dont ils ont aussi finalement le loisir de s'emparer de la cité en tant qu'espace politique, public, pour leur création artistique, je trouve ça extrêmement intéressant, parce que la place de l'habitant, la place celui qui forcément intègre ces processus et dont on voudrait l'aider, et ça c'est la question des politiques publiques, et vous me verrez toujours vraiment défendre la question des politiques publiques pour accompagner celles et ceux qui justement peuvent participer à ces créations pour pouvoir à un moment aller vers ce qu'on appelle l'émancipation, mais encore qu'il faudra faire attention à ce qu'on dit par émancipation, qui est la liberté de choix et la liberté de se construire à travers des expériences sensorielles, artistiques. Et je pense que lorsqu'on crée ce climat-là dans une ville, en respectant la question de la liberté de création, en faisant très attention en termes de méthodologie dans la construction de nos politiques pour que ce soit extrêmement clair et précis, eh bien, effectivement, il se passe un certain nombre de choses qui, pour moi, font valeur demain, c'est un autre débat, mais pour moi, de démocratie et de démocratie culturelle. Et je crois qu'il faut continuer à aller dans ce sens en restant persuadé, pardon de le dire, qu'aujourd'hui, la question de l'offre, et je disais il y a peu de temps, le pass culture est pour moi l'antithèse de cela. Vous voyez, c'est vraiment, on est dans une offre, pourquoi pas, me direz-vous, pure, mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on construit des politiques publiques et des projets qui permettent qu'on puisse accompagner les habitants à partager ces expériences que nous offrent les artistes. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être sur un plateau et vous allez rester avec eux entourés d'artistes, parce que je pense que voilà, c'est aussi à travers ces processus-là et ces démarches qu'on peut en tout cas beaucoup mieux s'armer vers le monde d'aujourd'hui et de demain. Alors du coup, Sylvie, je vais peut-être en profiter pour te demander de clarifier un point, de continuer de clarifier un point. Tu as fait partie des élus, des sénatrices en particulier, qui ont beaucoup œuvré pour que soit intégré dans différentes lois le principe des droits culturels. Est-ce que ce principe, pour toi, intègre parfaitement la problématique artistique, la problématique de la liberté de création en particulier? Est-ce qu'il y a eu un malentendu autour de ce sujet-là? Alors, oui, enfin, il y a toujours des malentendus, et la question des droits culturels, et d'ailleurs au Sénat, comme on a été un certain nombre à inscrire dans la loi, et dans plusieurs lois maintenant, cette question des droits culturels, on va travailler à expliciter un peu mieux ce vers quoi on doit tendre, en évitant effectivement des malentendus, des confusions. Les droits culturels, en fait, ils existent de fait dans énormément d'endroits, parce que c'est tout simplement la capacité d'une politique publique à rendre les uns et les autres acteurs de son propre destin, c'est-à-dire non pas sujets, mais acteurs de sa destinée et forcément tout simplement de sa vie. Et la culture, l'art, on va dire l'art, aide à cela. Et la question, je dirais, fondamentale et de départ, et je ne voudrais pas quitter cet hémicycle sans avoir évoqué cette question, c'est la question de l'école. Et on parle, alors aujourd'hui, voilà, vous avez la question de la participation et l'éducation artistique et culturelle. Alors là aussi, je voudrais qu'on fasse très attention, c'est pas seulement aller 2 fois au musée, hein. Et il faut faire attention à ce qu'on entend aussi par éducation artistique et culturelle. Je crois que c'est là aussi une multiplicité de démarches et d'acteurs qui font qu'à un moment,
on peut effectivement travailler dans le continuum de l'école je dirais, accompagner les enfants et les jeunes vers ces processus qui, effectivement, tout simplement, pour moi, s'apparentent à la question des droits culturels parce qu'ils vont devenir acteurs de leur parcours et du coup, ils vont pouvoir choisir. L'esprit critique est important, cette capacité de pouvoir discerner, enfin, ce qui fonde pour moi et qui fait société, c'est-à-dire la capacité pour les uns et les autres de pouvoir un moment avoir du discernement, de l'esprit critique et pardonnez-moi de le dire, aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Et donc ça, c'est important. Là aussi, il faut qu'on soit exigeant, il faut qu'on soit rigoureux. Ce sont des méthodologies extrêmement, je dirais, extrêmement rigoureuses, mais ça existe partout et je suis sûre que dans cette salle, finalement, la question des droits culturels, elle s'opère par des questions forcément, là aussi, dans le processus de création, où vous pouvez rendre forcément des habitants acteurs parce qu'ils auront vécu une expérience qui leur fera à un moment être différents au monde. Et ça, je crois que c'est important. Mais aussi dans le champ des politiques publiques, je crois que les méthodologies qui font qu'à un moment, on fait participer des habitants à la construction des politiques publiques, voire même de lieux, de projets, me semble extrêmement intéressant. Je suis actuellement un projet dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un projet qui est à Rennes, qui est Pasteur. C'est finalement un projet d'appropriation par les usages de ce qu'on pourrait imaginer demain comme un établissement culturel, mais au sens large du terme, où il peut y avoir la question des arts, mais pas seulement, parce que je crois fondamentalement aussi que la question de la démocratie traverse le champ des politiques publiques dans la plus grande transversalité et que la culture se doit vraiment aussi d'interroger d'autres politiques publiques comme la question de l'aménagement, de la solidarité, de l'éducation. Et je crois que nous devons vraiment modifier la façon de conduire ces politiques et ce projet, finalement, imaginer que c'est un projet d'un bâtiment en plein cœur de ville où eh bien, on a pris une position politique à Rennes qui est de le garder en maîtrise publique et non pas finalement de le vendre à un promoteur et tout, parce qu'aujourd'hui dans les villes, vous avez énormément de patrimoine qui sont restitués et les villes sont forcément amenées à s'occuper de ce patrimoine et à imaginer des projets. Alors ce sont des projets privés ou ce sont des projets publics, il s'avère que là c'est un projet public et l'idée, puisque c'est dans le prolongement d'une démarche qui avait été initiée par Patrick Bouchain, et de travailler finalement à la construction d'un projet par l'appropriation, par les usages des habitants eux-mêmes. Et on s'est aperçu que finalement, à travers une méthodologie, des principes, enfin voilà, tout ça de façon extrêmement rigoureuse, eh bien, on va arriver à un projet qui va croiser la culture, donc aussi derrière cela les arts, la formation, les questions de formation et notamment d'enseignement supérieur, mais également des questions de santé, des questions plus globalement d'emploi. Mais je crois qu'en termes de méthodologie, c'est extrêmement intéressant de voir comment à un moment dans une ville, on ne formate pas un projet en ayant toujours la même méthode qui est de se dire tiens, bah, il nous manque ceci, mais comment à un moment on travaille un projet qui permette de révéler ce dont ont besoin les habitants. Et parfois, vous pouvez être surpris parce que la question des besoins des habitants eh bien, se fonde sur des dimensions qui parfois n'avaient pas été obligatoirement connues de vous au départ et qui se révèlent dans les cas de processus. Alors, ça peut paraître un peu obscur quand j'en parle et quand je m'entends parler comme ça, mais c'est une prise de risque politique, je peux vous dire, parce que forcément, imaginer un projet qui se travaille avec le TNB, avec les centres d'action sociaux, avec des MJC, en travaillant comme ça avec plusieurs acteurs, et pour décider de ce que sera ce futur projet, ce sont des méthodes en associant des habitants, parce que l'idée, elle est là, et au cœur des habitants, ce seront les usagers, et ils auront une part de responsabilité. C'est aussi des démarches extrêmement intéressantes qui se font jour dans les politiques publiques.
Alors là, on a élargi le débat et je te remercie beaucoup, Sylvie. Mais il y a un certain nombre de questions que tu as évoquées qu'on va reprendre avec Michaela Casalboni. Je remercie Michaela d'être venue de Bologne d'une part et d'autre part de faire l'effort de parler avec vous en français. Alors, Michaela, vous mettez en œuvre des projets de nature, je dirais, très différentes, des projets parfois très ambitieux, avec 1600 personnes sur un plateau, et puis parfois des projets laboratoires, vous allez nous en parler. Mais j'ai une toute première question, Michaela. J'ai remarqué que quand vous vous définissez, vous êtes particulièrement trans. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que ça veut dire être trans pour vous ? Bonjour, merci de m'avoir invité et de tolérer mon très très pauvre français. Donc j'espère que ça ira bien. Moi, je ne suis pas seulement moi, je représente une compagnie italienne qui s'appelle Teatro dell'Argine. Et quand on parle d'une dimension trans, on parle d'une dimension qui peut permettre aux artistes et aux gens au-delà du mur des théâtres ou des ateliers ou des musées ou des bibliothèques quand même, d'aller au-delà des stéréotypes, des préjugés et des limites très fermées qui, en Italie quand même, existent. Donc si tu es un artiste de théâtre en Italie, tu dois t'occuper de ce qui se passe sur le plateau, pas là-bas où le public est. Donc nos idées est que on peut... Un artiste et aussi un citoyen, on doit, dans ce moment historique-là, à cette époque-là, on doit s'occuper de ce qui se passe aussi là-bas où le public est, puis on doit s'occuper de ce qui se passe au-delà du mur du théâtre dans la ville. En Italie, le 80% des gens ne mettent jamais le pied dans une année dans un théâtre, un musée, une bibliothèque. 80% des gens. Donc, qu'est-ce que nous voulons faire avec ça? Et aussi, l'idée, c'est qu'on peut s'occuper, on peut s'impliquer aussi avec les non-citoyens. Ceux qui sont aux banlieues symboliques et non de la ville, les personnes handicapés ou des gens qui ont un background de migration ou qui sont des réfugiés politiques. Donc la dimension pour nous trans, c'est-à-dire transculturelle, transgénérationnelle, transdisciplinaire. On travaille beaucoup avec des musées, des danseurs, pas seulement de disciplines artistiques, mais quand même la culture, mais aussi transsectorielle, avec des universités, avec l'OPC, avec la Fondation Gens Again, avec des gens qui sont dans les centres d'accueil pour migrants et réfugiés, etc., etc. Et cette dimension peuvent, on espère, jeter l'artiste dans le monde et peut-être jeter le monde dans les théâtres, salles de concert, voilà, car ces murs ne sont plus possibles. Je parle de mon nation, bien sûr. L'Italie, à ces moments-là, a très, très besoin de s'ouvrir beaucoup, car voilà, le moment est terrible. Alors justement, Michaela, comment vous travaillez cette question de la participation, de l'interaction avec le public? Est-ce que vous pourriez peut-être illustrer votre propos à travers des exemples de projets que vous avez montés récemment? Ok, je chercherai de faire ça. Ce sont différentes les pratiques qu'on a explorées. On a aussi appris beaucoup. Non, je recommence. Quand on a commencé, nous étions 20 jeunes artistes de théâtre qui voulaient faire le spectacle le plus beau du monde et voulaient le faire tourner. Ça, c'était tout. Mais quand on a commencé dans cette très, très petite salle, dans un centre culturel avec des anciens là-bas, c'était impossible de ne pas regarder le monde qui était là. Donc, on a commencé une rue qui puis nous a amené aussi à faire des projets internationaux. Donc, on a des racines très fortes sur notre territoire, mais en même temps, la nécessité d'apprendre ce qui se passe dans le monde, de porter le monde à San Lazzaro et de porter San Lazzaro, notre communauté dans le monde, c'était vraiment énorme du premier moment. Donc les pratiques, ce sont beaucoup. Parfois, il s'agit seulement de tout simples ateliers
où on a des professionnels et des non-professionnels ensemble qui travaillent. Ce sont des ateliers parfois où on fait des entretiens, on interviewe les personnes qui participent, car on veut explorer un thème ou une question. Donc, et puis, le résultat sont transformés par les professionnels et il devient un spectacle. D'autres fois, ces résultats sont transformés et on réserve aussi un petit espace aux non-professionnels en leur demandant pas de faire les artistes. On ne leur demande pas de jouer Molière ou Shakespeare. On construit de dramaturgies qui peuvent vraiment mettre en lumière ce que ces gens portent là. Vous avez sûrement connu l'œuvre de Milorau, Five Easy Pieces, avec les jeunes enfants sur plateau. Donc ces jeunes enfants ont un corps et des voix qui parlent tout seuls. Donc ce n'est pas seulement les mots, ce n'est pas seulement les textes, bien sûr, ce n'est pas seulement la technique. Parfois, pour dire quelque chose, il faut aussi avoir le corps là. Donc, deux exemples peut-être. Le premier, c'est dans mon cœur, car c'était aussi l'occasion de connaître Jean-Pierre et l'Observatoire des politiques culturelles. C'est un projet qui s'appelle Au seuil du futur. Je peux demander à la technique de passer quelques photos, s'il vous plaît? Au seuil du futur, On the Threshold of the Future, et les chefs de file du projet étaient l'Observatoire avec la Fondation Genzagen en Allemagne. Et puis on avait de différents partenaires artistiques et nous étions aussi parmi le partenaire. Et les projets, c'était tout simple mais génial. On met ensemble dans une même salle des gens de l'université, des politiciens, des artistes et des jeunes. Et à travers la pratique artistique, mais aussi des conférences théoriques, on recherche sur le thème de la démocratie en Europe, du dialogue interculturel et intergénérationnel à travers les arts. Comment on fait ça? On oblige les politiciens et les gens de l'université à prendre partie à certains moments de l'atelier artistique qui s'appelle Atelier Nomade. Et on prend les jeunes et on les fait parler dans la conférence, on les fait dialoguer avec les politiciens et les gens de l'université. Je vous peux assurer, comme Italien, en Italie, les catégories sont très, très séparées. Si tu fais du théâtre, tu fais du théâtre. Et du théâtre répertoire, c'est mieux, car l'autre théâtre, c'est un peu, tu vois, un peu, voilà, B. Et avoir cette chose-là. Donc, en octobre, on a réalisé la dernière partie de ces projets. On a fait une partie en Allemagne, on a fait une partie en Bulgarie, conduite par la chorégraphe Befan Fark. Et en octobre, on a eu l'opportunité d'avoir chez nous, à Saint-Lazare, nous avons un petit théâtre et puis un chapiteau à côté. Et on a eu des jeunes de Bulgarie, de France, d'Allemagne, d'Italie bien sûr, et de l'Allemagne. On l'a eu travailler avec moi et Befan Fark sur un projet de théâtre-danse sur le thème de l'utopie. Et puis ça a été porté à Genzagen, dans le château très beau de Genzagen. Et voilà, on a eu encore une fois ce dialogue entre jeunes artistes, gens de l'académie, voilà, aussi des éducateurs, des gens des travailleurs sociaux, au-delà, trans, exactement la dimension trans. Ce qui est intéressant, c'est que les jeunes qui ont participé à cette expérience étaient des jeunes européens, mais pas que, il y avait aussi des migrants. Ils n'avaient pas forcément une langue commune en commun, ils ne parlaient pas tous anglais. Ce qu'ils ont eu en commun, c'est de partager une expérience artistique. C'est bien cela. Oui, c'est ça, et c'est incroyable comme tous les artistes sur plateau, je suis sûre qu'ils ont expérimenté ça sur soi-même et aussi avec les gens, dans ces dimensions de travail intensif. Tu peux, 1 heure dure un mois, et un mois semble 1 minute. C'est incroyable comme le temps et l'espace se plient, se modifient. L'idée, ce n'était pas d'avoir un spectacle final tout parfaitement
conclu, c'était d'avoir quand même une confrontation avec le public. Donc, car quand on parle d'art participatif, le problème c'est toujours, et la qualité, où est-elle? Comment peut-on dans 4 jours, comme c'était pour Au Seuil du Futur, comment peut-on dans 4 jours vraiment avoir un spectacle? Ce n'était pas un spectacle, c'était une façon de prendre de contenu, des impressions, des passions qui venaient des jeunes qui avaient tous écrit une lettre d'amour pour le monde, de prendre ça et de chercher avec les habiletés, les compétences des professionnels là, de transformer ça dans des matériaux théâtraux et de danse. Et en faisant ça, donnant la parole à ceux qui ne sont jamais écoutés, les jeunes. Car les jeunes aussi ont des étiquettes, appartiennent à des catégories comme les migrants. En Italie, si tu dis migrant, même réfugié politique, c'est devenu un mauvais mot. Mais aussi si tu dis jeune, les jeunes n'ont pas de valeur, les jeunes, on a toujours des étiquettes sur les personnes. Donc voilà, l'idée là, c'était de bouger, faire bouger les idées et d'arriver jusqu'à là. Puis, on a des projets où on peut avoir plus de temps, plus de compétences là, et alors, on peut aussi arriver à faire des spectacles en utilisant, par exemple, la technologie, comme nous on fait dans un spectacle qui s'appelait Les paroles et la città, les mots et la ville, où on avait interviewé 100 associations sur place de Bologne, pour comprendre qui elle était. Et dans cette occasion, c'était des professionnels qui ont écrit les pièces, ont joué les pièces, mais sur place, vous pouvez voir les personnes des associations réelles. Donc, les yeux voyaient les personnes, l'oreille, le cœur entendait aussi les professionnels. Donc, c'était minglé. Et donc, puis, on va de ces tout simples projets jusqu'à des projets vraiment plus grands. ambitieux comme Futuri Maestri. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots seulement, Oui, Michaela? bien sûr. Maintenant, je vous en prie, Futuri Maestri, c'est un projet colossal, 1600 1500 enfants et jeunes de 3 à 18 ans impliqués. Et puis des dizaines d'artistes de toutes les formes d'art. Des centaines d'enseignants des écoles de la petite jusqu'au lycée. Roberto Saviano, je crois. Oui, Daniel Pennac. Daniel Pennac et d'autres. Oui. L'idée, c'était un projet de durée 2 ans, 2 années. L'idée, c'était d'écouter ceux qui ne sont jamais écoutés, les jeunes, sur 5 thèmes cruciaux de notre contemporanéité: guerre, amour, crise, travail et migration. C'était les 5 mots les plus présents sur les pages de quotidien en 2015, quand le projet a commencé. Dès là, on a interviewé les jeunes et les enfants, mais aussi on les a mis en contact avec des artistes, des gens des sciences, de journalistes. On les a portés dans les musées d'art contemporain de Bologne, dans le Grand Théâtre d'Opéra. Donc, dans ces espaces institutionnels vraiment un peu effrayants où les jeunes n'entrent jamais, car ils ont la perception de cet espace comme d'espace pour les vieux, pour les riches, pour les élites intellectuelles. Donc c'était très, très amusant de porter les gens là. On voyait, tu sais, les personnes qui sont dans les théâtres qui étaient « Oh, waouh, tous ces garçons, qu'est-ce qu'ils vont faire ce matin-là ?» Et enfin, après 2 années, on les a amenés sur le plateau du plus grand théâtre de la ville de Bologne, Arena del Sole. 1000 de ces enfants et adolescents, 300 pour soirée sur le plateau avec un spectacle qu'il avait collaboré à écrire et qu'il jouait aussi. Et nous, les professionnels de la compagnie, en cette occasion-là, nous étions le machiniste. Machiniste, on dit? Oui. Donc, on ne jouait. Moi, je suis une actrice. Moi, je ne jouais pas. Je poussais les choses, portais le microphone. Voilà. Donc, on peut faire vraiment de très, très différentes choses à travers de différentes pratiques selon le but qu'on se pose fois par fois.
Et on peut ajouter, Michaela, que dans ton pays, en Italie, l'éducation artistique n'a quasiment aucune place dans le temps scolaire. Et donc c'est une gageure d'aller aussi chercher des jeunes de toutes conditions sociales pour les impliquer dans ces très beaux projets. Merci beaucoup, Michaela. Michaela a aussi un avion tout à l'heure, donc elle nous quittera peut-être vers midi 20, mais elle est encore avec nous pour un petit moment. Je me tourne vers Joris Mathieu. Joris, directeur du Théâtre Nouvelle Génération à Lyon. D'abord, peut-être une précision, une clarification, Joris. Vous définissez le TNG comme un théâtre d'anticipation. Ça veut dire quoi, anticipation, de ce point de vue-là ? Alors, plus précisément, plus largement, on va parler d'un théâtre des imaginaires, mais un théâtre d'anticipation dans le sens où notre lieu, notre scène laisse un espace très très ouvert à la fois aux artistes et au public pour s'interroger sur l'émergence possible de nouvelles formes d'écriture avec des temps de recherche et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais souvent on se pose la question de l'innovation aujourd'hui. C'est un terme qu'on emploie beaucoup, de la même manière que le terme d'émancipation qui était mentionné auparavant. C'est une sémantique que l'on voit apparaître. Et je trouve que c'est important de se reposer vraiment le sens, remettre des définitions derrière les mots. Innovation, est-ce qu'on veut dire technologie ou est-ce qu'on veut dire faire apparaître de l'inédit, quelque chose de singulier. Moi, c'est plutôt cette définition-là que je mets derrière les mots, même si évidemment on est dans une ère où le numérique, l'innovation technologique est très présente. Ce n'est pas la technologie qui définit l'innovation. C'est le laboratoire d'idées qui va chercher à creuser des nouvelles formes et des nouveaux langages. Donc, l'anticipation, c'est peut-être essayer de projeter des mutations, des modes d'écriture, mais c'est aussi, dans le cadre de notre programmation, une volonté d'à la fois présenter des œuvres qui nous confrontent à la réalité, parce qu'il faut d'abord savoir observer le réel tel qu'il est, peut-être oser regarder des choses collectivement que l'on préférerait ne pas regarder, et en même temps des œuvres d'artistes qui projettent d'autres mondes possibles, mais toujours dans une dimension spéculative qui s'appuie d'abord sur l'observation du réel. Et d'anticipation aussi, parce que le théâtre reste un endroit éminemment politique. Et au Théâtre Nouvelle Génération, on a des missions particulière en direction de l'enfance et la jeunesse, mais surtout sur l'intergénérationnalité. Et donc comment convoquer toutes les générations rassemblées dans un lieu pour se poser des questions d'avenir sur la société qu'on voudrait dessiner et vivre ensemble. Alors évidemment en ne faisant pas en sorte que les œuvres d'art soient des objets de médiation pédagogique, mais bien plutôt des déclencheurs d'un positionnement, d'un désir d'engagement individuel et collectif stimulé par la confrontation avec l'œuvre d'art. À propos d'observation du réel, dans le dernier éditorial que vous signez, vous faites le constat, comme beaucoup d'entre nous, que l'époque est traversée par une crise de sens. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là, et aussi comment vous vous emparez finalement de cette question, de ce constat? Comme vous le dites, Jean-Pierre, je pense que le constat, on est nombreux à le faire et dans différents pays, pas seulement en France. Déjà peut-être préciser une chose, dire que je ne pense pas que l'époque traverse une crise de sens qui n'a jamais existé avant et qui ne nous a jamais traversé. Je pense que tous les humains, à toutes les époques, pensent traverser une crise de sens sans précédent parce que en nous, il y a cette question-là qui nous traverse, c'est quel sens donner à ma présence sur Terre au sein d'une communauté et pour en faire quoi? Mais par contre, derrière cet édito, et là je partage des réflexions qui sont des choses qui me parcourent actuellement, en travaillant sur un futur projet de création qui s'appelle En Marge, point d'exclamation.
qui sera créé en mars prochain, je me pose beaucoup la question de l'époque contemporaine et peut-être, bon, la plupart d'entre vous le savent peut-être, mais moi c'était pour moi quelque chose que je me figurais mal. On définit une époque contemporaine d'une certaine manière en fonction de l'espérance de vie d'une génération qui a vécu certains événements et qui peut continuer à en témoigner oralement en nombre suffisamment significatif. Donc une époque contemporaine, aujourd'hui la moyenne d'âge d'espérance de vie c'est 82 ans, c'est à peu près 80 ans une époque, 80 années et d'ailleurs, Shakespeare évoquait déjà un peu ça dans cette phrase qu'on connaît tous, qui a fondé tellement d'autres choses. Le monde est un théâtre et nous n'en sommes que les acteurs et nous interprétons un drame qui se joue en 7 âges de la vie. À l'époque, c'était en 7 âges d'une vie. Et donc, notre époque contemporaine, on a quand même pris l'habitude de situer son démarrage à partir d'un événement historique qui le déclenche, et qui n'est autre que, sans doute, je ne suis pas historien, donc sans doute plein de gens me contrediraient, mais pour moi, on la situe en 1945, évidemment avec les bombes nucléaires et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et si on fait un rapide calcul, 1945, une ère contemporaine, 80 ans d'espérance de vie, au mieux, ça nous amène à 2025, et là je fais de la spéculation anticipative, mais 2025 devrait correspondre plus ou moins à la fin d'une époque contemporaine, parce que malheureusement de moins en moins de gens sont encore là pour témoigner, transmettre, et peut-être qu'on est dans la phase de l'oubli. Je reprendrai les mots là ici dans Hiroshima mon amour, comme vous j'ai oublié, j'ai lutté de toutes mes forces contre l'oubli, mais comme vous j'ai oublié. Et je pense que cette question de crise de sens, elle est extrêmement liée à la question de l'oubli. Et cette question des politiques publiques culturelles et artistiques, elle est aussi liée à une certaine forme d'oubli. Parce que la question qui nous est posée aujourd'hui, comment mieux partager l'art? Déjà, merci de la poser de manière qualitative, c'est-à-dire plutôt mieux plutôt que davantage ou plus. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir à un moment donné peut-être formuler différemment. Peut-être qu'on a le droit de se dire aujourd'hui, toutes et tous réunis, que les artistes indépendants, les compagnies indépendantes, les lieux font un travail de qualité, se posent réellement la question du partage du sensible, posent la question de l'ouverture de leurs œuvres d'art au plus grand nombre, mais que la vraie question qu'il faudrait réussir à se reposer, c'est pourquoi partager l'art? Parce que, je le dis de manière volontairement provocante, peut-être c'est cette question qu'on oublie le plus souvent de se poser. Est-ce qu'on se rappelle encore pourquoi on a mis en place des politiques publiques culturelles dans ce pays? Pourquoi on a mis en place des politiques de soutien à la création? Est-ce que c'est pour faire émerger des œuvres? Est-ce que notre rapport aux spectateurs, au public, c'est un rapport pour essayer de mieux comprendre, mieux satisfaire les désirs, ou mieux trouver son public, ou mieux y adhérer? Alors évidemment, on sait tous, et je pense que je dirais les représentants du monde politique, de la même manière, savent tous que on le fait parce qu'il faut le faire. Mais comment le faire? Pourquoi le faire? Et quel est le sens de tout ça? Évidemment, pour créer un autre socle dans notre société. Et la vraie question, elle est, quelle place les gens ont-ils dans leur vie, dans la manière dont on leur permet de vivre aujourd'hui, pour pouvoir aussi se dire que l'accès qu'il leur est ouvert aux arts est réellement possible. C'est quoi la place de l'art aujourd'hui? Cette crise de sens, excusez-moi, je fais des digressions, mais c'est parce que c'est un peu au fil de la pensée, mais je comparais, je parlais de l'époque contemporaine qui a démarré en 45. 45, c'est aussi la fin de régime d'une certaine vision
de la conduite de régimes politiques totalitaires. Et on le sait, avant 1945, avant la Seconde Guerre mondiale, tous les modèles politiques sont des modèles qui, Köstler a très bien écrit là-dessus dans Le Zéro et l'Infini, sur la question du nombre. L'individu n'existe pas pour lui-même, il est fondu dans la masse. Et avec 1945, en tout cas en France, on commence à voir apparaître d'autres modèles. C'est aussi évidemment l'industrialisation, le système, une civilisation de la technicité et des machines, mais on construit autour une idée qui est que l'individu pourrait être au centre de tout et que la société, le modèle politique et économique pourrait être construit pour lui donner une place centrale. Et peut-être qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que le paradigme s'est inversé, que cette politique-là et cette voie économique ultralibérale dans laquelle on a évolué a complètement changé les rapports. Que la question de faire groupe, d'être en commun, n'est plus du tout la même, et que par ailleurs, même peut-être l'idée que le monde pouvait être construit pour accorder à l'individu une place plus libre et plus autonome, avec plus de valeur et plus de qualité, plus de reconnaissance de sa parole et de son statut, était peut-être une sorte d'illusion et qui est en train de s'effondrer pour nous, sous nos yeux, collectivement, où l'on se rend compte qu'on voudrait être au centre de tout, mais finalement, on est quand même considéré comme zéro dans la masse et dans le flux, et en matière de politique de rapport à la culture, c'est peut-être la même chose. L'individualisation des pratiques, l'augmentation des pratiques culturelles à domicile, change complètement la donne. Donc nous, évidemment, collectivement, on a à se positionner par rapport à ça, à se poser des questions. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, dans votre projet artistique, quelle place occupent je sais pas, des mises en scène dites participatives ou des projets qui jouent sur l'immersion du public dans une expérience artistique? Alors, peut-être je ne vais pas rentrer dans des exemples, en fait, Jean-Pierre, parce que j'ai la sensation que, encore une fois, on fait tous des choses, et je pense que les choses que l'on fait sont des réponses qu'on apporte qui sont singulières, mais elles n'ont pas valeur finalement d'exemplarité ou de mise en commun, mais plutôt parler du fond, c'est-à-dire se dire, la question participative a très bien été évoquée. Je crois qu'aujourd'hui, on a un désir de trouver d'autres modes d'implication, de communication, de dialogue, de coproduction finalement des œuvres et des idées. L'immersion en est une. C'est vrai qu'on développe un projet dans lequel on propose des expériences aux spectateurs qui le mobilisent en étant immergés à l'intérieur d'un espace. Et non pas en étant dans un rapport frontal, mais bien engagés à l'intérieur de l'œuvre. Mais cette chose-là, c'est la dimension expérimentielle. On vit une époque où on a soif d'expérience. On le voit très bien dans la mutation, par exemple, des musées, notamment à l'échelle mondiale. De plus en plus, on travaille autant, je dirais, la scénographie de l'exposition pour qu'elle soit immersive. On favorise les œuvres dans lesquelles le spectateur entre, parce qu'il y a aussi ce désir, encore une fois, d'être au centre de l'œuvre, au centre de la vie, au centre de la société, qui est en chacun de nous, et puis, si possible, avec l'opportunité aussi de faire un selfie à l'intérieur pour dire j'y étais, j'ai vécu quelque chose d'unique, et d'ailleurs, ça devient la meilleure médiation et meilleure communication pour l'œuvre et pour l'installation. Donc la dimension de l'immersion, elle est intéressante de ce point de vue-là, parce qu'elle propose une expérience, parce qu'elle est attractive. Donc évidemment, et là on est dans le registre de la communication aussi, mais du sensible autrement, où on vit l'œuvre autrement, où on s'adresse à nous autrement, où on est acteur. Mais ce sur quoi je voudrais insister là aujourd'hui, c'est qu'à mon sens, l'enjeu principal du partage de l'art reste l'expérience de la rencontre, de l'interaction relationnelle entre l'œuvre et celui qui porte son regard dessus. Et que c'est cette chose-là, en fait, qui est l'enjeu principal de nos métiers, à savoir
comment présenter des œuvres, continuer à créer des œuvres qui sont stimulantes pour que le public puisse en être coproducteur par le regard qu'il porte dessus, l'interprétation qu'il en fait, qui ne doit pas chercher à être universelle, donc commune à tous ceux qui la regardent simultanément, mais bien en soi propre. Sinon, pourquoi continuer à partager de l'art si ce n'est pas pour poursuivre cette démarche-là? Et cette démarche-là, elle demande du temps. Elle demande aussi d'avoir le temps de penser pour les équipes qui travaillent dans les lieux, pour les artistes, pour les compagnies. C'est quel temps on a pour mettre en œuvre autrement des choses, pour se surprendre nous-mêmes, pour pas alimenter des catalogues d'offres de produits culturels pour des spectateurs qui auraient toujours plus de choix à l'intérieur. Merci Joris. Je vais me tourner vers Ambra Senatore. Ambra, vous êtes chorégraphe, performeuse, directrice du centre chorégraphique de Nantes. Vous avez travaillé avec beaucoup de chorégraphes différents, de metteurs en scène aussi de théâtre différents. Et dans le cadre d'un parcours qui, si j'ai bien compris, a commencé pour vous aussi en Italie. C'est un hasard que vous soyez réunis avec Michaela aujourd'hui. Alors vous explorez des registres de création très variés, je dirais, sur des plateaux traditionnels aussi bien que dans d'autres espaces publics. Est-ce que vous pourriez d'abord nous présenter peut-être la façon dont vous travaillez, le type de projet que vous mettez en œuvre en quelques mots avant d'entrer plus à fond dans le sujet? Oui, merci pour l'invitation et merci pour les mots de tout le monde. Merci Joris, j'ai envie de revenir sur cette dernière question que tu as portée. Bon, pareil, moi, je fais rapidement, simplement, comme beaucoup d'autres personnes, je crée mes pièces au plateau avec les collègues qui collaborent à la création, mais aussi beaucoup, on essaye avec le centre chorégraphique et mes collègues de rencontrer les gens, les personnes, de toute manière possible selon nos compétences et ce qu'on peut imaginer pouvoir partager. Et en fait, l'esprit qui est à la base de tout ça, c'est juste penser que la danse, c'est ce qui m'est arrivé de un peu maîtriser et d'aimer, mais ça aurait pu être autre chose, et que c'est la danse, et que c'est une occasion pour partager, rencontrer l'autre. Avec donc des propositions qui mettent l'autre aussi dans l'expérience de la pratique, mais aussi dans l'expérience aussi active de la vision. Voilà, donc après les exemples, on intervient bien sûr avec les pièces au plateau, mais beaucoup dans des espaces publics, dans les marchés, dans les jardins, chez les gens. Mais ça, c'est des démarches qui sont heureusement très diffusées aussi, donc peut-être je ne m'arrêterai pas beaucoup sur ça. Voilà, pour répondre à d'autres questions peut-être. D'accord. Mais j'avais aussi envie de vous demander, vous évoquez un certain nombre de projets que l'on dit participatifs, et j'avais envie que vous vous exprimiez pour nous dire qu'est-ce que vous y trouvez, vous, en tant qu'artiste, dans ces projets, de singulier, de différent de ce que vous pouvez trouver lorsque vous mettez en œuvre un projet plus classique sur un plateau. Alors, je dirais que j'y trouve en tant qu'être humain, j'aime pas m'appeler artiste, et c'est plutôt... encore une fois, c'est les mêmes choses, c'est le partage. Donc pour moi, c'est pas une autre chose que le partage avec... oui, bien sûr, c'est à chaque fois très nouveau. À chaque fois, chaque rencontre avec chaque individu ou une communauté est une nouvelle expérience et donc enrichissante. Mais que ce soit les répétitions, le travail de conception d'une création au plateau ou la rencontre, un atelier, quand on parle de participatif, juste pour dire, rarement ça m'arrive de créer ça m'est jamais arrivé de créer des pièces avec ce qu'on appelle des amateurs, c'est plutôt pratiquer ensemble. Donc des fois il y a des présentations parce que ça fait partie d'un désir de la communauté rencontrée, des fois non, mais ça m'enrichit humainement. Mais après, c'est pas très important que ça m'enrichisse, il faut espérer que ce partage puisse nourrir tous les participants. J'ai remarqué qu'il y avait une notion qui vous animait et qui vous perturbait peut-être aussi. Vous évoquez souvent cela, le fait que vous mettez en danger, vous mettez dans le doute. La notion de doute revient dans votre réflexion, comme si c'était en quelque sorte le moteur de votre démarche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce doute ?
Ah bien, alors sur le doute, je sens que c'est à la base de... Enfin, que le doute est toujours là, déjà sur la... Comment dire je sens fortement, et des fois j'ai des crises sur ça, que ça fait sens de continuer à essayer ensemble, à plusieurs, d'être dans cette démarche qu'on essaie de décrire ici, qu'on essaie de mieux faire. Si ça fait sens d'être dans la création, ça le fait parce que c'est dans la rencontre, dans le partage. Donc le sens, je le trouve là-dedans, mais le doute est toujours de pourquoi je serais légitime, par exemple. Alors, je peux peut-être être légitime par rapport à mon approche, personne ne peut rien dire, c'est la mienne, c'est mon approche, donc tu aimes pas, mais c'est mon approche, c'est pas... Mais pourquoi je serais légitime pour appeler des individus et leur proposer de me suivre dans cette approche? Et des fois, j'ai vraiment le doute, non, je ne le suis pas. Pourquoi ça devrait être intéressant ce que je... Mais vraiment, pardon, hein, c'est vraiment une question qui arrive continuellement. Donc, ce que je peux continuer à me dire, c'est écoutons, et donc je ne vais pas porter quelque chose, je vais ensemble, avec d'autres, créer des occasions pour que chacun puisse apporter. Mais des fois, on arrive aussi à penser, mais est-ce que tout le monde serait si intéressé, ce serait vraiment utile pour tout le monde de participer à une expérience créative? Je continue à penser que oui, mais je continue à me demander si, en effet. Alors, je ne sais pas si c'est juste que je suis faible dans ça, mais je continue. Et chaque fois, ce doute que je partage avec tout le monde, dans la conversation, dans la confrontation, nourrit. Et à chaque fois, au bout de moments de crise, j'en reviens à me dire oui, ça fait sens, continuons, de la manière la plus honnête que possible, en essayant de trouver le comment, ou encore une fois avec les autres, et en sentant que le comment, des fois, me manque, parce que les compétences qu'il faut pouvoir sortir, comme des cartes dans le jeu, les compétences, je ne les ai pas toutes. Et on ne peut pas les avoir toutes, parce qu'il faut pouvoir être dans la rencontre avec certaines situations très délicates qu'on peut rencontrer dans certains contextes. J'ai ma compétence de femme, d'être humaine, de danseuse, de chorégraphe. Il faut une compétence de sociologue que je n'ai pas, mais de pédagogue, de psychologue, de juriste parfois. Et donc, ça n'est que avec les autres, avec un travail collectif qu'on peut y arriver. Mais je pense que c'est banal ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je ressens à chaque fois et qu'on continue à essayer de construire. Et aussi, comment on arrive aux personnes. Pardon, je vous ai bloqué. Parce qu'il y a des cadres dans lesquels on peut agir, notamment l'école. Voilà, c'est un cadre, heureusement, hein, qui existe, qui est fort, dans lequel on peut s'insérer avec des projets. Mais quand on a envie et besoin, et que le besoin nous paraît partagé, d'agir dans des contextes qui ne sont pas dans des cadres, ce qui est aussi très positif, qu'il n'y ait pas que des cadres, heureusement. Comment on construit la possibilité d'arriver... Parce qu'une fois que l'individu participant est contacté, qu'il sait que la proposition existe et qu'il devient curieux. Ça nous arrive pratiquement à chaque fois. Mais comment lui dire ? Les moyens de communication qu'on a arrivent à des personnes qui sont déjà intéressées par ce qu'on fait, ce qui n'est pas mauvais, enfin, heureusement qu'il y en a, mais voilà, et là, le comment arriver à qui est au début très éloigné de ce qu'on peut proposer, comment y arriver, ça c'est encore une chose encore à construire avec d'autres compétences. Bon, d'accord, vous n'êtes pas sociologue, mais vous êtes observatrice des personnes avec lesquelles vous travaillez. Et il se trouve que vous travaillez avec un instrument très particulier, c'est le corps. Vous travaillez avec des jeunes gens pour lesquels parfois leur corps est une chose encombrante, disons, difficile à assumer. Moi, j'avais envie de vous demander tout simplement... Qu'est-ce que le rapport au corps de la jeunesse avec laquelle vous travaillez nous raconte de la société d'aujourd'hui, peut-être des rapports hommes-femmes d'ailleurs, ou des différentes conditions sociales, des différentes cultures qui traversent la société d'aujourd'hui? Oui, alors ça... Je reviens au but en fait. Quand on cherche de se renouveler, de retrouver le sens de ce qu'on fait, encore une fois, on revient à cette question que l'art
est une possibilité, enfin l'art, tout ce qu'on peut faire avec, est une possibilité pour l'individu au sein d'une communauté, de la collectivité, de rentrer en relation, de se faire confiance, de pratiquer la capacité critique sur les choses, de bouger sa perception du monde, de pouvoir l'exprimer à soi-même, aux autres, d'être avec. Et tout ça, quand c'est le corps qui est le moyen... le corps est le moyen privilégié d'être au monde. C'est-à-dire que nous, on existe tous en tant que corps. Moi, je vois ici, des corps et des corps qui bougent, peu, c'est sur des chaises, mais qui sont continuellement en mouvement. Et le corps est l'instrument qu'on utilise, que ce soit la danse ou le théâtre. Moi, je ne fais pas de différence, peut-être, je ne sais pas, ça on pourrait débattre, parce que le corps fait les membres, le cœur, la pensée, la mémoire, la projection future. Pour moi, tout ça, c'est le corps, c'est la personne. Et donc la parole, absolument. Et alors, quand on travaille avec, c'est vrai, quand on travaille avec, pas que les jeunes, mais là, je peux parler de jeunes, de femmes dans certains contextes, et en fait, on voit qu'il y a la question du jugement, la question des modèles par rapport au corps, des questions culturelles importantes, et certains aspects de certaines cultures de plus en plus qui s'extrémisent. Donc ce n'est pas la culture elle-même, c'est des extrémisations dangereuses de certains aspects où le corps serait à ne pas toucher, où le corps serait porteur de mauvais esprits. Et de plus en plus, j'observe ça dans ma petite expérience, parce que j'ai commencé à travailler en France avec les personnes récemment, c'est en 2012 peut-être, donc ce n'est pas un long parcours, mais je vois la question des réponses où, ah ben non, mais moi je ne peux pas bouger avec la musique par exemple, je ne peux pas danser, c'est pas possible. Bon, mais que ça soit, comment on peut dire, s'il y a une possibilité que la danse peut avoir, le théâtre aussi, c'est que justement de faire, et il faut le temps, faire bouger un peu cette perception aussi de comment un modèle doit être respecté, de comment des impositions doivent être respectées, comment je peux réélaborer ce qui m'a été peut-être transmis avec la parole ou pas, et cette question de bouger. Donc c'est possible, mais c'est vrai que des fois, sur certains âges, c'est plus compliqué. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse. Il y a eu une question qui m'a été posée la vendredi. Il y a eu un festival qu'on organise ici à Nantes, donc un spectacle a été suivi par des classes, et l'enseignante était vraiment démunie à la fin de la pièce, les élèves aussi, mais elle me disait, mais qu'est-ce que je veux dire aux enfants ? Ils n'ont rien compris, ça les a ennuyés tout le temps. Je ne sais pas quoi dire. Alors on a parlé, j'ai compris qu'elle pensait que la chorégraphie c'était mettre un mouvement après l'autre, et c'est pas de sa faute, c'est juste... alors ça l'est pas, je ne sais pas ce que c'est pas ça. Concevoir une pièce chorégraphique, c'est avoir une conception globale de l'œuvre, donc c'est comme une mise en scène. C'est juste qu'il y a plus de mouvements peut-être, mais et c'était pas ma pièce. Hein. Donc j'étais dans la classe après parce que j'ai dit je viens, j'essaie de voir si ensemble on y arrive avec les enfants. Et une des questions qui a été posée, c'était par un enfant, est-ce que la danse contemporaine est toujours si bizarre ? Et je dis eh bien écoute. Il y a des milliers de danses contemporaines. Chaque danseur presque, sûrement chaque chorégraphe, mais chaque danseur en est porteur d'une. Et chaque projet est autonome. Mais je te relance la question, est-ce que l'art n'est pas bizarre ? Il réfléchit, après... Et ça m'a fait réfléchir. Je pense qu'il faut que l'art soit bizarre. Il faut que ça soit hors cadre. Et en même temps, c'est ancré dans la vie, dans le réel. Mais il faut que ça soit bizarre. Il faut après... Et justement, mais nous, je réfléchis hier soir, nous, dans notre vie de tous les jours, on est tous un peu artistes, parce que si on pense vraiment, on est, et puis simplement, on va vers la mort, si on se le dit, la gravité est là, on est tous, on va mourir, mais on ne le pense pas à toutes les minutes. Tout le temps, on fait des choses, on agit vers le bonheur personnel. Et avec l'art, on essaie d'agir avec... C'est la même chose, on continue à rêver de ne pas être destiné juste à mourir, et on essaye d'agir pour le bonheur, mais que ça soit le plus possible collectif. C'est ce que je ressens quand on mène nos projets. Merci beaucoup Ambra. On va élargir encore le cadre, en tout cas le diversifier avec Carole Caréméra. Carole, elle est actrice de cinéma, de théâtre, elle est danseuse, elle est musicienne, saxophoniste, je crois. Vous êtes aussi belge et rwandaise, et vous revendiquez ces deux nationalités, mais vous travaillez ici et là, mais aussi en France, notamment, peut-être ailleurs.
Je vous remercie beaucoup d'être présente. Je remercie évidemment tout le monde, mais je vous remercie particulièrement parce que vous étiez avant-hier à Kigali et vous êtes venu spécialement à Nantes pour nous rejoindre. Actrice, par exemple, vous avez joué dans une pièce de Ripide aussi bien que dans Rwanda 94, parce que voilà une pièce qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. En France, parce qu'on s'est rencontrés là, vous avez travaillé aussi avec, par exemple, le Théâtre de la Poudrerie pour monter des projets de théâtre en appartement chez des habitants. Mais vous avez quand même un parcours singulier. Et en 2005, vous décidez de revenir au Rwanda et d'y poser vos valises en tant qu'artiste. J'ai d'abord tout simplement envie de vous demander, Carole, comment cette nécessité s'est-elle imposée à vous? Qu'est-ce que vous êtes allé faire au Rwanda à partir de 2005? Bonjour, merci. Bonjour à tous. En fait, je suis rentrée au Rwanda parce qu'il fait trop froid ici. Et je maintiens. Non, blague à part. Au Rwanda, comme vous l'avez dit, je suis née en Belgique, de parents rwandais. Et quand j'ai décidé de rentrer pour toujours au Rwanda, c'était en 2005, mais j'avais fait les allers-retours entre 1994 et 2005. On nous appelle les gens de retour. Alors ça, c'est quelque chose qui a été difficile pour moi parce que je me considère comme belge aussi, née à Bruxelles. Et donc j'ai dit, je ne suis pas de retour, je n'ai pas quitté cette terre, ce sont mes parents. Ne confondez pas tout en termes de génération, en termes de parcours. Ce n'est pas celui de quelqu'un qui revient vers une terre qui lui a manqué, c'est quelqu'un qui va vers une terre dont on lui a parlé, dont sont originaires les parents. Donc ce n'est pas une migration à l'inverse. C'est vraiment un désir d'aller quelque part. Et a priori, cette terre dont on m'a parlé, et que je ne connaissais en fait que dans les contes et dans les chants, il n'y avait même pas de photos. Donc c'est une terre qui m'a été contée culturellement. Et c'est vers, je crois, cette culture-là que je suis allée. Je ne connaissais pas les collines, je n'avais jamais mis les pieds au Rwanda, j'avais vu tous les pays autour, mais pas cette terre-là. Et en 2005, en fait, cette année-là, c'est simplement parce que l'année qui précède, j'ai eu l'occasion de travailler au Rwanda sur, encore une fois, 2 productions artistiques. L'une était le film de Raoul Peck, chaque année en avril, en début d'année. Et puis nous sommes allés après avec le groupe OFF, donc Jacques Descuvelleries, jouer Rwanda 94 sur les collines du Rwanda. Encore une fois, ce sont 2 événements culturels qui m'ont enraciné dans cette terre. Je crois que 2005, c'est le temps de digérer cette expérience-là. Parce que quand on a joué, par exemple, sur le film avec Raoul Peck, on s'est rendu compte qu'en termes de temporalité, on parlait de contemporanéité, je ne sais jamais prononcer ce mot-là, mais que le temps est quelque chose de terriblement court et qui nous échappe beaucoup. Et quand vous travaillez sur un film si proche du temps présent, le réel surgit à des endroits où vous ne l'avez pas imaginé. Et pendant le tournage, le réel est venu nous cogner à la porte, frapper à la figure absolument tous les jours. Et donc cette question-là de comment est-ce qu'on crée, où cet espace de la fiction et du réel, est-ce qu'il existe vraiment et à quel moment est-ce que le réel n'est pas 15 fois plus fort que ce que nous essayons de créer de toute façon en termes de fiction. Avec le groupe OFF, Rwanda 94, c'était aussi, cette pièce-là nous a pris pratiquement 7 ans pour la créer. Donc dans la durée aussi, rentrer en contact avec l'histoire du Rwanda, c'était tout d'un coup de pouvoir jouer sur les collines du Rwanda, quelque chose aussi simple qu'une cantate qui célèbre la résistance. Et nous l'avons joué pour des gens qui ont célébré la vie, qui se sont battus pour ça. Et encore une fois, dans leur regard, c'était comme un hommage à la vie. Ce n'était pas comme une pièce de théâtre, c'était comme un hommage aux vivants. On est sur les collines où ils se sont battus, où ils ont défendu les autres. Et tout d'un coup, l'expression artistique n'était qu'une infime partie de ce qu'ils avaient réussi à faire pour nous, pour les générations à venir, etc. Donc c'est vraiment fondamentalement ça qui m'a décidé en fait à prendre la nationalité rwandaise, que je n'avais pas, et à décider de m'installer au Rwanda. Très bien. Alors, vous vous demandez quelque part si le théâtre est encore un espace pour poser des questions que personne n'ose poser, dites-vous. En revenant au Rwanda et en étant confronté au fardeau de cette histoire du génocide des Tutsis, mais
quelle réponse le théâtre a-t-il pu apporter à ce problème, comment dire, à cette tragédie absolue qu'a connue ce pays? C'est une question à laquelle on n'a toujours pas trouvé de réponse. Mais fondamentalement, je crois que ce qui m'interpelle ou m'intéresse le plus à créer, entre guillemets, de l'art sur cette terre-là, c'est que j'ai l'impression que cette terre a fait un peu le tour de l'humanité en très peu de temps, en 100 jours. Donc elle a vu tout ce qu'elle n'était pas censée voir. C'est comme s'il y avait une sorte de compression en 100 jours de toutes les violences que l'humanité s'est faites à elle-même en 100 jours. Et donc ça donne un lieu de naïveté impossible, d'innocence apparemment impossible. Et pourtant, c'est une terre où fondamentalement les gens qui y habitent, les rescapés et les survivants, ont décidé de continuer. Malgré tout, comme on disait par rapport à la gravité, au lieu d'avoir envie de se coucher tous les jours, ce qui serait beaucoup plus simple, et de dormir, ont choisi de se battre pour la vie de la prochaine génération, en faisant abstraction de qui ils sont, de ce qu'ils ont vécu. C'est une force extraordinaire et inouïe. Et je me suis dit, si il existe au même endroit que cette mort absolue, une énergie de vie aussi puissante, alors j'ai envie de voir comment, en tant qu'être humain, comme ça a été dit par d'autres, comment est-ce qu'avec la pratique que moi j'aurais pu faire n'importe quelle profession, mais celle-là qui est la pratique artistique, je peux aussi contribuer à cette énergie de vie et voir à quel point ça peut résonner ou pas. Donc pour moi, c'est intéressant de fondamentalement réfléchir avec la population tout entière, les politiques, les infirmiers, les psychothérapeutes, les urbanistes, peu importe, à comment est-ce qu'on redéfinit et comment est-ce qu'on redessine, parce que tout à l'heure elle parlait de dessiner un arbre, et j'ai trouvé ça très joli, comment est-ce qu'on choisit d'essayer de redessiner une humanité qui aurait du sens pour toute une population. Et les contours ne sont pas clairs, chacun dessine un peu ce qu'il veut, mais chacun essaie au moins. Et donc cette tentative, je trouve, est terriblement importante. Un endroit où on parle d'innovation, pour moi, c'est essayer constamment, tenter toujours de répondre à la violence, de répondre à la mort, de répondre à l'absence d'empathie, de répondre à l'absence de bienveillance, en utilisant toutes les armes possibles et imaginables, que ce soit reconstruire une route, une maison, mettre des enfants à l'école, trouver comment faire en sorte que l'eau qu'on boit soit potable, ou faire en sorte que les gens qui ont été littéralement une nation qui a littéralement été fragmentée, démembrée, parce que voilà, il y a des membres de la famille qui ne sont plus là, mais parce qu'aussi à l'intérieur, ça continue à exploser, c'est pas quelque chose qui se résout en 25 ans. Comment est-ce que justement l'art et la culture peuvent essayer, tenter en tout cas de rassembler les morceaux et de les tenir ensemble suffisamment, peut-être que ça tiendra un jour, mais on n'en est pas sûr, mais en tout cas d'envelopper tous ces morceaux. Pour nous aider à nous représenter les choses, à quoi ça ressemble une scène de théâtre au Rwanda, alors à Kigali ou ailleurs, parce que vous travaillez un petit peu partout, comment on fait théâtre? Alors il n'y a pas de scène comme ici, ça n'existe pas. Donc on fait théâtre partout, comme ça se passait avant dans d'autres régions du monde. Donc on fait théâtre dans votre salon, on fait théâtre dans une bibliothèque, on fait théâtre dans la cour, devant la maison, on fait théâtre partout où on pense que c'est nécessaire de créer un espace où on peut respirer momentanément, sortir la tête de la brume, de la reconstruction économique et tous ces enjeux-là qui font que les gens sont un peu en train de courir pour essayer de rattraper le temps qu'on a perdu pendant ces 100 jours et toutes les vies qu'on a perdues. Donc les gens sont dans une espèce de course à la reconstruction. Donc pour moi, l'art, partout où les gens ont besoin de réfléchir, il y a, ou de respirer, il y a théâtre. Donc où on prend le temps de dire à quelqu'un, assieds-toi 2 minutes. Je vais créer un espace entre toi et toi-même, entre toi et ta voisine, où vous pourrez vous regarder dans les yeux, respirer et ne pas avoir à affronter tous les jours la survie, à chercher tous les jours comment mettre à manger sur la table ou mettre l'enfant à l'école. C'est vraiment un espace où le temps est différent.
où on n'est pas dans la course ni dans l'instant, parce qu'il faut absolument trouver que vendre au marché aujourd'hui pour ramener de la bouillie ou de la farine à la maison. C'est vraiment un espace où le rapport au temps et au rapport à soi peut s'inscrire dans une durée qui peut parfois paraître 30 minutes, mais quand souvent on fait théâtre, entre guillemets, au Rwanda, les gens ont l'impression que ça dure des années. Ils disent, mais je sais pas, je me suis pas rendu compte que j'ai passé seulement 1h30, j'ai l'impression d'avoir voyagé. Et donc ça, c'est un luxe que peu de Rwandais s'offrent aujourd'hui, ce temps-là. Et donc je pense que nous, les artistes, c'est modestement d'offrir ce qu'on considère parfois comme un luxe, mais là c'est une réelle nécessité. Alors, vous travaillez parfois dans l'espace public, parfois dans des sphères privées, dans des appartements, y compris de villes de banlieue en France à Sevran. Quel lien y a-t-il entre ces différentes façons de faire vivre un projet artistique? Qu'est-ce qu'il y a de commun, qu'est-ce qu'il y a de différent? Alors, ce qu'il y a de fondamentalement différent, c'est que, voilà, par exemple, quand on joue ici en France, c'est quand même très agréable d'avoir un centre national dans lequel on rentre avec des équipements, de l'électricité, un public déjà préparé, enfin tout ça. On est un peu pris comme des demi-dieux, on nous pose, on peut réfléchir, voilà. Donc j'ai l'impression que parfois on n'est plus perméable à ce qui se passe dehors. Et donc ça, c'est fondamentalement différent. Ce qui est fondamentalement différent aussi, c'est que le public n'existe pas comme élément extérieur. On n'a pas cette histoire du théâtre à l'italienne où on est là en face de vous. Si vous faites quelque chose sur scène, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de scène et que le public se sent interpellé, le public vient à côté, commente, intervient, fait ce qu'il a à faire parce que vous l'avez interpellé. Donc il n'est pas silencieux, il ne se retient pas. Ce qui est très différent aussi, c'est qu'au niveau du sensible, culturellement, les gens sont à un autre endroit. On est très pudique. Très interverti, donc ça veut dire que vous devez accepter aussi cet espace où les gens ne vont pas aller tout à fait naturellement. Les personnes au Rwanda observent énormément avant d'intervenir. On ne montre pas nos émotions en public, on ne mange pas en public, on ne fait pas tout ça en public. Donc tout d'un coup, faire de l'art public, c'est un acte politique terriblement troublant pour tout le monde, et pour les comédiens, et pour le public qui nous traite littéralement de fous. Tu viens te poser au milieu de la rue et tu cries comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc si vous n'embrassez pas la diversité et la richesse culturelle des gens qui sont autour de vous pour créer et la considérer, mais au moins la prendre en charge et puis éventuellement la dépasser, pousser certaines limites, etc., vous n'obtiendrez rien de ce que vous souhaitez. Donc comment est-ce qu'on fait pour embrasser toutes ces différences culturelles, cette sensibilité à fleur de peau, même si elle n'est pas visible, parce que les gens ont beaucoup souffert, parce que les gens sont dans un climat de méfiance énorme, parce que voilà, la proximité, comme dans un appartement ou le voisinage, ne signifie plus ce qu'il signifiait il y a 50 ans. Donc quand vous rentrez dans l'appartement, dans une maison de quelqu'un pour jouer, la personne vous demande qu'est-ce que tu vas dire, qui est-ce que tu vas emmener. Si tu prononces un mot, j'en suis responsable, parce que c'est aussi la culture rwandaise. Si je te donne la parole, ça veut dire que je suis d'accord avec ce que tu vas dire. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je peux donner à manger? Beaucoup de barrières culturelles qu'il faut accepter et prendre la patience. Donc le rapport au temps et à la création est tellement différent. Et beaucoup plus respectueux du rythme de chacun. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me plaît énormément, de me dire, ok, on ne peut pas aller bousculer le public comme on aurait parfois tendance à le faire en leur disant, vous êtes ici à 19h, vous partez à 20h30. Les gens arrivent parce qu'il a plu, avec 30 minutes de retard, parce qu'on n'a pas de parapluie partout, la route est tombée en bout. Vous acceptez l'état des choses et vous faites avec. Et je pense que c'est beaucoup plus respectueux de qui on est fondamentalement. Et cet espace de rencontre et ce temps de la rencontre, c'est pas simplement nous qui disons « nous allons nous voir à tel moment et voici ce que je vais vous dire », c'est je considère qui est la personne qui arrive en face de moi, dans le regard de qui je serai et avec quoi elle arrive, et je prends ce temps-là avant d'aller ailleurs. Donc ça, c'est très, très confortable. Alors Carole, j'ai une dernière question pour vous. Elle est compliquée, mais c'est un peu de votre faute.
J'adore. Mais oui, quelque part, vous avez exprimé le rêve de politique culturelle du futur. Alors moi, j'aimerais que vous nous aidiez à rêver et que vous nous disiez, pour vous, quel devrait être le rôle de ces politiques culturelles du futur, leur principal objectif. Voilà, comment les penser, ces politiques culturelles, pour le futur? Alors, il y a différents mots qui ont été dits ici. L'anticipation, je pense que c'est très important, mais anticiper pas de manière détachée du réel, ni du présent, mais justement dans une observation délicate, respectueuse des mouvements, des choses organiques, chimiques, etc. Donc ça veut dire, pour moi, anticiper quel est le destin, par exemple, commun qu'on aura ici, entre la France, l'Italie, les migrants. C'est très difficile toujours d'entendre le mot migrant, c'est comme si on les séparait de l'humanité. Enfin, sans migration, l'humanité n'existerait pas. Donc ces mots-là sont troublants pour moi en disant, tiens, comment est-ce qu'on continue à penser que le destin de l'humanité peut être autrement que par la circulation et par que les mouvements. Donc comment est-ce qu'on a une politique qui embrasse le passé, la réalité de l'humanité et qui se dit, en fait, ces choses-là ne vont pas bouger, donc comment est-ce qu'on va avec? Comment on anticipe? Parce que ces mouvements-là sont plus rapides, parce que je pense fondamentalement que ce qui se joue au niveau de l'humanité aussi est plus violent qu'auparavant. Donc du coup, la réaction est aussi plus rapide et parfois plus violente. Mais que fondamentalement, comment est-ce qu'on peut anticiper sur nos déficiences? Comment est-ce qu'on peut anticiper sur nos faiblesses pour accueillir ce qui arrivera dans le futur, ça a été dit aussi dans un projet, avec beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité. Et je pense que les politiques publiques qui poseraient la question aux enfants de à quoi ressemblera la culture de demain auraient beaucoup à découvrir et à apporter. Puis aussi des politiques publiques, bye, ciao. Des politiques publiques qui regardent beaucoup plus loin, qui soient moins verticales. Au Rwanda, on n'a pas de politique publique culturelle, mais on a des conventions qui nous viennent de l'UNESCO et qui nous tombent sur la tête là, comme une crotte de pigeon, je ne sais pas, comme ça, boum. Donc, est-ce que ça peut être moins vertical tout ça? Est-ce qu'on peut regarder de manière beaucoup plus horizontale ce qui se passe d'un bout à l'autre de la planète, y avoir des politiques publiques culturelles françaises qui regardent vers l'Inde, qui regarde vers le Mexique, qui regarde ailleurs pour mieux apprendre et comprendre votre réalité. Voilà, décentrer, sortir un peu de cette... je ne sais pas comment dire, je vais juste faire le mouvement. De cette soupe un peu où c'est toujours les mêmes ingrédients De ce cercle. Pardon ? De ce cercle, peut-être. Oui, de ce cercle. Donc, s'inspirer de comment être un artiste ou un être culturel en Colombie signifie et comment est-ce que ces réalités peuvent informer des futures politiques publiques ou les infirmer ou les effacer si c'est nécessaire de les effacer. Donc, pour moi, ce serait vraiment des politiques qui sont beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus visionnaires. Des politiques qui sont beaucoup plus, qui émanent plutôt du réel, de ce qui se passe réellement dans nos sociétés, et pour potentiellement remonter, parce que c'est comme ça toujours, et développer des stratégies et des programmes et tout ça. Donc voilà. Merci beaucoup, Carole. Je pense qu'on devrait... Vous pouvez... C'est si fort ce que vous venez de dire que Joris a envie évidemment de rebondir, parce qu'il y avait d'ailleurs des échos. Donc on a encore quelques minutes pour dialoguer ensemble autour de tout ce qui vient d'être dit. Oui, c'est fort. Ça m'amenait juste à une réflexion, parce que tu évoquais, c'est-à-dire comment sortir de ces cercles, de ces soupes, de ces choses
qui sont battus et rebattus et dont on ne sort pas. Ça renvoie aussi à la question de l'innovation, c'est-à-dire comment on se donne le temps de chercher autrement aussi à agir, plutôt que toujours espérer avoir trouvé. Et une fois qu'on a trouvé, on aurait trouvé une recette miracle, on fabriquerait un dispositif avec une très grande technicité qui permettrait de l'évaluer, et puis de l'observer, et puis derrière de le passer à la moulinette, et puis de voir quelle est la rentabilité et l'efficience. Alors qu'en fait, évidemment, c'est tout ce qu'il y a d'immatériel qui a de la valeur, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas qualifiable, quantifiable, complètement observable. Donc peut-être que c'est aussi, partant de là, et sans avoir non plus, même si ça serait sans doute très riche, besoin de regarder comment c'est en Inde, comment c'est au Rwanda. Déjà, si on regarde objectivement comment c'est chez nous, si on a la capacité de sortir aussi d'hypocrisie, qui sont des hypocrisies fortes, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de... si la réponse à la question c'est comment mieux partager l'art, si la réponse, et la seule réponse qu'on est capable collectivement de formuler, c'est une réponse qui tient en une formule 100% EAC, comme si en fait se fixer un objectif. Ça a été très bien évoqué par Sylvie Robert. Qu'est-ce que c'est l'EAC? Qu'est-ce qu'on met derrière? Les temps longs, ce qui est invisible aujourd'hui, on veut de la visibilité pour tout. Or, en fait, on a besoin d'investir dans l'invisible, parce que c'est cet invisible, c'est ce temps long, c'est le soubassement en fait qui fait notre socle commun. Et c'est comme ça, évidemment, qu'on partagera mieux, en créant une société dans laquelle pas seulement les gens qui sont les acteurs culturels ou les acteurs d'une politique culturelle considèrent que l'art a sa place dans la vie, mais en créant une société dans laquelle les citoyens, dans leur ensemble, trouvent un espace pour l'art dans leur vie, si c'est à une société de la sorte à laquelle on croit et on aspire. Que représente aujourd'hui à l'échelle gouvernementale le ministère de la Culture dans ses relations de force avec d'autres ministères que sont ceux de l'économie, par exemple? Mais sur quoi repose le fondement de notre éducation, de notre société, de notre en commun? Sur l'éducation, sur la justice, sur la culture. Quelle place on accorde à ça? Et c'est pareil dans les collectivités territoriales. Dans la plupart des villes, quelle place occupe l'élu à la culture dans la liste des adjoints? Alors c'est variable selon les communes, mais tout de même ça pose question. Donc d'une certaine manière, tant qu'on ne conçoit pas la société comme un espace dans lequel l'art a sa place, et donc dans lequel les lieux qu'on peut diriger ou la place que les compagnies ont à l'intérieur de ce dispositif changent, alors rien ne changera. Tu parles de cette immédiateté finalement de la proximité dans l'espace public où finalement l'interaction elle est directe, mais évidemment que les lieux qui ont été créés par exemple comme les centres dramatiques nationaux, quand ils ont été créés à une époque où il n'y avait pas d'équipement dans les régions. Bien sûr. Et donc, ils avaient une place, et c'était un endroit où on se réunissait, où on se rencontrait, où ça convergeait, qui était habité aussi par des artistes qui faisaient rayonner un projet. Les lieux se sont multipliés, on a irrigué, maillé le territoire, il y a encore des endroits où il y a des absences très fortes. Mais finalement, est-ce que notre problème, c'est pas d'avoir eu à une époque une véritable ambition pour un projet de société français, d'avoir maintenu les équipements et les édifices, mais de ne pas avoir su redonner force et moyens? Et quand je dis force et moyens, je ne parle pas que d'argent, je parle aussi d'investissement symbolique, par la parole, par la relation entre l'éducation et la culture. Pardon, je raccourcis, mais pour moi, c'est des questions qui me traversent fortement depuis que j'ai pris la direction d'un lieu, c'est-à-dire où on en est exactement, et quelle efficience on a réellement si à un moment donné, on ne se redonne pas les moyens de le faire, et de pouvoir correctement mener cette partie invisible de la rencontre avec les gens, avec les autres, et où les œuvres sont là, elles sont à l'intérieur d'un ensemble. On est à cette charnière
à nouveau des politiques culturelles. Ambra, peut-être un dernier mot de votre côté. Bon, c'est juste une réflexion que je rajoute. J'observe la question de enlever les certitudes, enfin, avoir des forts principes et enlever les certitudes aussi, et d'être dans ce geste que tu faisais. C'est aussi la transversalité dont elle nous parlait, d'élargir. Mais non, c'est bien sûr avec des cultures autres qu'on pourrait trouver ailleurs, mais on a plein de cultures dans ce pays. Et en fait, je regrette toujours d'observer, et j'espère que ça changera, et je pense qu'on est tous responsables pour que ça puisse changer. Quand je me retrouve dans des rencontres autour de ce que c'est que la médiation, le AC, l'action culturelle, la plupart, mais vraiment une énorme majorité, c'est vraiment que des exceptions qui existent, viennent à peu près d'un même milieu culturel. Ce qui fait qu'on a aussi, quand on va vers des contextes où il y a des origines, des cultures variées, et ce qui est précieux, il y a de la méfiance, des fois. Un des projets qui ont mieux marché, c'était porté par 2 personnes dans un quartier ici à Nantes. Enfin, après 3 ans, on a découvert, c'est des personnes qui avaient un accent étranger et qui déclaraient, elles aussi, ces 2 artistes, qu'ils ne pouvaient pas travailler dans leur pays. Ça a amené une proximité des gens. Donc ça, c'est aussi parmi les choses, voir comment on peut changer cette situation. Mais c'est avec le temps. Et le temps, il faut du temps. Il faut du temps, mais il faut commencer. On est toujours en retard en même temps, donc c'est pas le début, mais continuer. C'est vrai que c'est le temps qui nous manque souvent. Il nous a un petit peu aussi manqué ce matin. Il faut aussi parfois prendre le temps de la contemplation. On a beaucoup célébré le temps de la participation, de l'immersion. Le temps de la contemplation, c'est aussi essentiel pour se construire. Je vous remercie énormément pour votre participation, pour la qualité de vos propos, de vos réflexions. Et puis, je vous souhaite de bonnes biennales internationales du spectacle. Et puis, permettez-moi juste de vous proposer un futur rendez-vous qui va prolonger un petit peu celui-là. Il y en a beaucoup, mais enfin, un en particulier, celui de Bordeaux à la Mecca, portera sur le thème « Ce que les arts nous disent de la transformation du monde ». Eh bien, on parlera d'écologie, on parlera des réfugiés, on parlera de diversité culturelle, on parlera d'espace public. Voilà, ce sera une façon de prolonger ce débat. Merci et bonne biennale.